Repérer des initiatives locales, leur donner une visibilité internationale et faciliter la relation citoyen-citoyen, telle est l'ambition de la plateforme UNESCO Green Citizens. Armelle Haro est à la tête des relations publiques et des partenariats pour l'UNESCO et elle nous fait le plaisir de nous rejoindre pour nous parler de cette voie globale pour les acteurs locaux du changement. Merci de l'accueillir. Armelle Haro, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous. c'est un plaisir. Alors, comment est né le projet de cette plateforme UNESCO Green Citizens? Quel était le postulat de départ? Alors, le postulat de départ, c'était en fait une observation. Il y en a eu plusieurs. C'était d'abord une observation. Si vous cumulez l'ensemble des sites qui ont le label UNESCO, que ce soit des sites naturels du patrimoine mondial, des géoparcs, des réserves de biosphère, ça fait plus de pratiquement 2400 sites dans le monde sur lesquels travaillent des scientifiques, puisqu'on est agence lead pour tout ce qui est biodiversité, eau, océan et savoir autochtone. Du coup, sur ces sites sur lesquels on travaille depuis 70-72, sans trop communiquer d'ailleurs, ça c'est pas forcément, on a pu observer et voir grandir des initiatives locales portées par des citoyens qui devenaient de plus en plus impactants, vraiment bien conçus, parfois même innovants, des super bonnes idées, innovants dans le sens innovation sociale et environnementale, hein, pas forcément tech. Et du coup, on a voulu montrer la complémentarité de notre action qui est plutôt éducative et scientifique avec cette action locale, montrer que cette action, on la voit grandir, en témoigner et leur donner une voix, puisqu'on voyait ces initiatives très éparses et on voulait les valoriser. C'est aussi sur ces terrains-là et bien au-delà des espaces UNESCO, des projets qui permettent aussi de créer du lien, de la confiance, comme on en parlait plus précédemment, de créer de l'espoir et de montrer que des choses peuvent être faites à tout niveau, que ce soit global ou local. Alors, cette initiative UNESCO Green Citizen, elle offre la possibilité de découvrir donc 113 projets issus de 56 pays, si j'ai les bons chiffres. Quelles actions concrètes sont mises en place pour les soutenir? Alors ça grandit, le projet grandit, il se porte bien. On est aujourd'hui à 150 projets dans 64 pays. Et alors, il faut savoir que l'UNESCO n'est pas une banque de développement, donc on n'a pas les moyens de financer des micro-projets. On finance des gros projets, souvent plutôt avec des États, des fondations, etc. Donc on s'est rendu compte, notamment en testant le projet, qu'on pouvait d'abord donner notre nom. Donc la première chose a été de mouiller la chemise et de nous être acteurs. Leur donner notre nom, on s'est rendu compte que ça permettait à des projets de pouvoir attirer des financements, d'avoir des bonnes relations ou d'éviter des problèmes avec les autorités locales. Ça permettait de développer des collaborations, d'aller chercher des volontaires. Enfin voilà. Donc si chacun des projets qui étaient labellisés UNESCO Green Citizen en tirait le parti local qu'il voulait, on pouvait leur apporter quelque chose. Concrètement, nous, de notre côté, ce qu'on a fait beaucoup plus avec l'équipe qui est aussi ici, on leur donne la voix sur nos réseaux sociaux. Donc on est devenu un des plus gros producteurs de contenu pour l'UNESCO et avec des super résultats. Et on amène aussi vers ces projets-là un public que l'UNESCO n'avait pas de jeunes. On les pousse sur des tribunes, dans des conférences, etc. On crée des événements de matching events sur des volontariats qui permettent à des groupes, des associations universitaires sur le climat de pouvoir embarquer pour un an ou autre et aller aider ces projets en volontariat. On a fait plus de 600 matchings comme ça. Donc voilà, donc c'est assez créatif quand on n'a pas d'argent, il faut des idées. Et donc on n'est pas une banque de développement, mais on a pu, voilà, on voit depuis maintenant plus de 3 ans et demi que ce projet existe, qu'on arrive à aider les projets. Et c'est quoi les critères de sélection? Alors, on n'a pas voulu faire un grand appel et créer beaucoup de frustration. Le but était simplement, c'est pas les plus beaux projets qui soient, hein, c'est pas un prix. C'est juste des projets qu'on a cooptés un peu par hasard, qui sont sur nos sujets d'action climat, donc je relis biodiversité, eau, savoir autochtone et locaux, océan, éducation de l'environnement et tourisme durable. Donc ça, c'est les domaines de l'UNESCO sur les engagements et le travail de l'UNESCO sur les questions climatiques. Donc on trouve les projets sur tous ces sujets-là. Et du coup, c'est plutôt par des éclaireurs. Alors, c'est nos bureaux régionaux, c'est des experts, nos scientifiques qui adorent
pouvoir aussi avoir cet impact-là sur des projets qui croisent. C'est des partenaires. On a un réalisateur brésilien qui traverse la planète pour faire des documentaires pour la télévision brésilienne, pour TV Globo, qui nous fait remonter des projets citoyens locaux qui le voient et qui trouvent fascinants. Et puis on a des critères. C'est des projets qui n'ont pas une mission, une vocation d'être politique, donc mais acteurs de changement vraiment. C'est des projets qui sont duplicables, innovants, qui ont plus de 2 ans donc, et un impact prouvé sur la communauté locale. Et dès qu'un projet grandit, est repris par une fondation ou une entreprise, il sort de la plateforme et d'autres arrivent, sont nourris grâce à Justine qui est ici, qui suit ça au quotidien. Et on a une petite équipe de 4 personnes sur ce projet depuis 3 ans. Alors, l'un des projets qui a été donc identifié par cette plateforme, c'est Guerrilla Ambassadors, qui a été créé par l'organisation locale Congo Tourism Gate. Et c'est la plus grande initiative locale créée dans le parc national des Virunga pour sensibiliser sur la préservation des gorilles de montagne. On va maintenant, dans cet entretien, si vous le voulez bien, découvrir 2 de ces éclaireuses. Pour en savoir plus, on va essayer de faire la connexion maintenant en live direction la République démocratique du Congo pour rejoindre Gisèle Kahatane, qui pendant 3 ans a été à la tête justement de ce programme Guerrilla Ambassadors. Je ne sais pas si Gisèle est avec nous. Ah ouais, justement, je suis là. Voilà, donc on n'a pas le... Voilà, on vous voit. Bonjour Gisèle, merci de nous rejoindre depuis la République démocratique du Congo. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous dire quelle a été l'inspiration initiale pour la création de ce projet Guerrilla Ambassadors? Quel était le besoin premier que tu as voulu adresser? En fait, pour créer le programme Gorilla Ambassadors, j'étais inspirée de la façon dont... parce que d'avance, je suis guide touristique. Alors, à chaque fois que je passais par le parc national des Virunga, je voyais qu'il y avait un truc qui n'allait pas avec l'environnement et la population. Parce qu'il y a toujours des problèmes de déforestation, il y a toujours des problèmes de braconnage, il y a toujours une cohabitation qui est conflictuelle entre le parc et la population locale, quoi. Il y a aussi une population qui n'est pas informée sur la gestion ou soit sur la protection et la conservation des gorilles et de son habitat. Alors, pour moi, ça m'a choqué parce qu'à chaque fois qu'on passait avec des touristes, il y avait toujours des gens qui criaient. Alors, ils ne voyaient pas l'importance du gorille qui était à côté d'eux. Donc, c'est une espèce qui est normalement importante pour la communauté et qui nécessite aussi une protection de cette même communauté. Alors, moi, je m'étais dit que mettre en place un programme pour encadrer la communauté sur la protection et la conservation de la nature serait vraiment importante et cruciale. Et moi, je m'étais beaucoup plus focalisée sur la génération, donc la jeunesse, quoi. Donc, les programmes s'orientent beaucoup plus aux jeunes en âge scolaire. Ce sont eux que j'encadre beaucoup plus. Et c'est pour ça que j'avais mis en place le programme Gorilla Ambassadors pour accompagner ces jeunes, donc les initier, les amener à comprendre et à mener des actions qui peuvent aider à protéger cette espèce qui est actuellement en danger d'extinction. Et concrètement, comment est-ce que le programme favorise l'intégration des connaissances et des pratiques de conservation au sein des populations locales? Quelles sont les actions? En fait, les actions que nous menons concrètement, nous faisons des activités de réforestation. On organise également des visites aux gorilles parce qu'on peut conserver quelque chose qu'on ne voit pas, parce qu'on ne peut pas à chaque fois parler des gorilles alors qu'il y a bon nombre de populations qui vivent à côté de gorilles, mais qui n'ont jamais vu même le gorille dont on parle toujours. Alors moi, j'organise toujours des visites aux gorilles parce qu'on a eu la chance d'avoir la facilité, ou soit d'avoir l'accompagnement du parc pour faire ces genres d'activités de visite aux gorilles. Donc, on amène régulièrement les enfants en visite aux gorilles. Et à part ça, on organise également des activités de mobilisation communautaire et des sensibilisations. Donc, on entre dans la communauté pour leur parler de ce qu'est la conservation. Mais on s'est fait également aider par les gestionnaires du parc parce qu'eux, ils sont en contact permanent avec le parc, soit de ces écosystèmes qui demandent notre protection. Plus à recours au parc pour nous donner une personne qui peut nous aider avec ses interventions chaque fois qu'on est en face de la communauté. Et à part ça, on fait aussi les plaidoyers parce que quand on trouve qu'il y a un truc qui ne va pas, on sait que le gorille a besoin d'une protection. Pourquoi ne pas faire un appel au monde entier? Pourquoi ne pas dénoncer tout ce qui s'est fait autour du parc pour dans ce qui met en péril cette espèce ou soit ce qui est en train de détruire le parc?
Et donc, nous, on est là pour chanter, donc pour crier tout haut que le gorille demande notre protection. C'est à travers notre activité de plaidoyer que nous faisons. Et à part ça, on fait aussi les activités de storytelling, on fait aussi l'art, la conservation, parce qu'on n'est pas là pour détruire l'écosystème. On est là aussi pour produire quelque chose qui peut être rentable pour la communauté. Et donc, pour ne pas faire toujours recours au parc, on avait initié cette activité d'art sur la conservation pour encadrer cette jeunesse, qu'elle ne puisse pas aller chaque fois dans le parc pour chercher, c'est pas, de bois de chauffe ou quoi. On a voulu mettre en place cette activité pour les encadrer. Voilà, c'est un peu ça. Et Gisèle, comment le programme s'adapte-t-il aux défis, que ce soit sécuritaires ou environnementaux, auxquels le parc est confronté? On sait que le parc subit de graves menaces environnementales et sécuritaires du fait de groupes armés, de groupes d'exploitants forestiers, de braconnage et d'activités illégales. Actuellement, c'est vraiment... dont les activités sont totalement paralysées parce qu'on ne peut plus accéder au parc, parce que je crois que même les gestionnaires du parc ont évacué. Actuellement, c'est sous contrôle des groupes rebelles armés. Mais avant, à chaque fois que... parce que la situation sécuritaire du parc a toujours été incertaine. Mais on se faisait toujours aider par les autorités locales. À chaque fois qu'on avait une activité, il fallait toujours informer d'avance que voilà, nous prévoyons une telle activité. On aimerait avoir votre soutien en termes d'accompagnement sur la question sécurité. Et donc, quand on trouvait que c'était impossible pour nous de nous déplacer de Goma vers Kibumba, c'est le village voisin du parc, il y a un point focal qu'on avait déjà formé. Lui nous aidait juste à réaliser l'activité qu'on était censé faire pour nous aider, nous, à ne pas prendre le risque de se faire soit attaquer en cours de route. Et donc, le point focal qui était déjà formé sur place nous aidait à réaliser les activités. On n'était pas tout le temps obligé de nous déplacer, bien que la situation n'était pas bonne, mais au moins les activités parvenaient à ses fins, quoi. Et Gisèle, quels sont les plans d'expansion du programme Guerrilla Ambassadors, tant au niveau géographique qu'en termes d'offres éducatives? Actuellement, c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler exactement parce qu'on a trouvé qu'on est coincé avec le Parc national des Virunga. La sécurité nous met vraiment à bas. On ne sait plus comment intervenir à terme de nos activités. Je suis en train de travailler sur un projet dans le même programme que je vais lancer dans le Parc national de Kahuzi-Biega. C'est aussi un parc qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais qui est aussi en train de faire face presque aux mêmes menaces que subit le Parc national des Virunga. Et donc, le programme Gorilla Ambassadors, le mois prochain, sera intégré dans le Parc national de Kahuzi-Biega, avec toujours les mêmes objectifs. Et comment est-ce que votre programme interagit avec les politiques? En fait, politiquement, nous, on n'est pas vraiment, on peut dire qu'on est apolitique. On travaille beaucoup plus avec les autorités locales, les autorités scolaires, ainsi que les gestionnaires de parc. Tout ce qui concerne la politique, nous, on n'intervient jamais. Ça ne nous concerne vraiment pas. Mais pour une question de sécurité, on est toujours en contact direct avec les autorités locales qui nous mettent toujours, qui nous disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour notre sécurité. Donc, politiquement, nous, on n'est pas vraiment impliqués. Gisèle, merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous connecter et de nous parler de ce programme donc des UNESCO Green Citizens, des Guerrilla Ambassadors. Merci beaucoup pour votre temps et bravo et félicitations pour votre action pour les gorilles des montagnes du Virunga. Merci. Armelle, qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez ce projet, quand vous entendez cette jeune femme aussi décrire ses actions? En fait, c'est émouvant parce que le site du Virunga est un des plus fragiles sites du patrimoine mondial naturel. Le patrimoine mondial naturel, c'est 19% des sites du patrimoine. Et on a des sites, il y a des sites comme ça sur lesquels on bataille. Virunga, ça fait 20 ans. Il y a 20 ans, on se substituait au gouvernement pour payer les salaires des gardes. C'est le site sur lequel il y a eu le plus de gardes forestiers tués en chiffre pour 2021. Et on voit tous les enjeux et les problématiques environnementales
environnementaux. Donc voir des citoyens et des femmes s'engager là-bas, c'est bluffant et ça donne encore plus envie de les soutenir. Il faut savoir qu'il y a eu tellement de gardiens tués à Virunga que maintenant les équipes de gestionnaires du site recrutent des femmes et il n'y a que des femmes qui embarquent sur les nouvelles formations de nouveaux guides. Parce qu'elles ont besoin de nourrir une famille et d'être indépendantes. Donc c'est aussi, voilà, il se passe des choses vraiment très prenantes et les enjeux sont essentiels puisque là c'est la préservation d'une biodiversité et surtout d'une espèce animale en grand danger. Après, l'autre chose, c'est que on voit aussi dans ces acteurs locaux beaucoup de femmes qui sont à l'origine des projets ou bénéficiaires, mais à l'origine. On a initialement sur Green Citizen pas cherché particulièrement des projets de femmes. Reste qu'aujourd'hui, les projets portés par des femmes, montés par des femmes citoyennes, c'est plus de 50%, enfin c'est pratiquement à la moitié des projets Green Citizen. Et on est à 78% de femmes bénéficiaires dans ces projets-là. Donc nous, on cherche plutôt un équilibre géographique sur les thèmes, veiller à vraiment couvrir tous les sujets, et puis avoir des projets vraiment innovants. Donc on ne met pas la dimension genre particulièrement en avant, et par la force des mais choses, on le constate. Localement, les femmes sont des actrices vraiment fortes. Du changement. Je vous propose maintenant de découvrir un autre portrait, une deuxième éclaireuse de cette plateforme UNESCO Green Citizens. Il s'agit de Tamara Klink. Elle est aussi navigatrice. On regarde ensemble la vidéo. How to do a lot with limited resources. For me, it's the question of our time. My name is Tamara Klink. I'm 25 years old and I'm a sailor and writer from Brazil. Overwintering in the Arctic. Facing cold for a Brazilian is something not very simple to do. So I'll be spending around 7 or 8 or 9 months in the middle of the ice and bears. And to see how it is to live without sun and without people. I was away from conventions. It didn't change who I was. It didn't matter anymore if I was a man or a woman, if I was young or old, if I was there or if I wasn't there anymore. Things that I thought life depended on were not important at all. Finding Nemo. Yes, Jaws was. It caused a massive destruction, massive destruction of the image of sharks everywhere in the world. Doesn't matter what are the big life decisions that we make. Nature is something that we are part of. We all are dependent on nature. Voilà, c'était Tamara Klink. Sacré bout de femme. Incroyable aussi, hein, incroyable. Vous avez choisi vraiment deux femmes qui portent... qui sont absolument bluffantes. Tamara, on l'a rencontrée, je ne sais même plus très bien comment on l'a croisée. Et c'est une jeune brésilienne, un père aventurier qui lui a sûrement donné un petit peu une fibre comme ça, une envie d'aller plus loin. Elle a appris le français pour pouvoir faire une école d'architecture navale à Lorient. Elle a monté son bateau, elle a monté son projet, ça a pris 4 ans. Elle a que 24 ans. Et là, elle est partie en juin l'année dernière et elle n'a aucun contact avec des humains, comme elle dit, depuis son départ. Elle a, je crois, juste un rendez-vous hebdomadaire, si je ne me trompe pas, avec une psy, avec qui elle parle quelques minutes. Et elle poste régulièrement, vous pouvez la suivre. Et elle a voulu relever ce défi de montrer qu'on pouvait vivre seul, en autarcie totale, avec un petit peu d'organisation quand même, et de préparation, et de montrer qu'on peut vivre avec rien, même dans des endroits extrêmes. Donc c'est assez bluffant. En fait, il faut juste préciser une chose. On a les citoyens, les Green Citizens, qui portent des projets, et puis
voilà, au début, on a commencé avec cette labellisation, après, et cette plateforme qui présente les projets. Après, on a eu cette volonté de les ouvrir à nos écosystèmes et de les confronter, les pousser, les faire connaître. Et puis, arrive maintenant une troisième étape du projet, c'est celle de jeunes qui nous rejoignent, qui sont parfois des baroudeurs, des photographes qui viennent spontanément, qui sont reporters comme le Brésilien dont je parlais tout à l'heure, et qui nous ramènent des témoignages et nous présentent des projets. Et puis, il y a des gens comme Tamara, qu'on appelle les éclaireurs, on leur a donné un nom du coup, qui nous aident à donner ce coup de projecteur sur l'action locale. Et Tamara a voulu partir avec Green Citizen sur son bateau, elle était emballée par le projet, et elle voulait reconnecter cette aventure humaine incroyable qu'elle vit avec le travail et l'engagement de gens partout dans le monde, comme celui de Gisèle. Pour en savoir plus sur les autres projets, les 150 projets dans 64 pays, c'est ça? On peut aller sur votre site internet? Exactement, ouais. Et puis suivre tout le travail qu'on fait sur les réseaux sociaux UNESCO, voilà, puisqu'on porte leur voix et on est fiers de le faire. Eh bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Armelle Arroux. Merci à vous. Je pense qu'on peut l'applaudir chaleureusement. Merci.